Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, la Cour suprême américaine donne des sueurs froides aux démocrates américains et plus encore aux journalistes, aux politiques, aux commentateurs américains et même français, ça va jusqu'à la France. Alors elle a commencé par abandonner l'arrêt Roe versus Wade qui conférait le droit à l'avortement, un statut constitutionnel sur lequel les États fédérés ne pouvaient pas revenir encore à ce moment-là. Les États sont désormais libres d'interdire ou non l'avortement et déjà 8 d'entre eux l'ont prohibé, le Missouri, le Dakota du Sud, l'Oklahoma, l'Arkansas, le Kentucky, l'Alabama, la Louisiane et le Wisconsin. Elle a également consacré le droit de porter une arme en public. Elle a également élargi la place de la religion dans la sphère publique et limité les moyens fédéraux pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il serait maintenant même question qu'elle donne à la rentrée davantage de pouvoir aux législatures d'État pour réguler les élections, y compris les élections fédérales. Donc voilà qui fait très peur aux démocrates américains. Alors résultat des comptes, et puis là je vous disais que ça faisait également peur aux donneurs d'opinion, aux commentateurs et aux journalistes, notamment en France. Le point titre, entre l'opinion publique et la Cour suprême, le divorce est consommé. Avec ce chapeau, seul un quart des Américains ont confiance en ce pilier de la démocratie américaine, devenu plus conservateur que le pays, mais qui décide pourtant pour lui. Alors comment comprendre ces décisions de la Cour suprême et sont-elles vraiment irrespectueuses de la pensée américaine ? La Cour suprême est-elle si radicale ? On pose cette question à Guilain Benessa. Bonjour Maître Benessa. Bonjour Clémence. Vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe et enseignant à l'université de Strasbourg et je rappelle vos livres L'état de droit à l'épreuve du terrorisme et votre nouveau livre Le totem de l'état de droit aux éditions L'Artilleur. Alors, comment vous comprenez, vous, ces différentes décisions et surtout ce divorce, on va dire, entre la Cour suprême américaine et l'opinion publique ? Alors, première chose, je pense que pour les auditeurs français qui ne sont pas nécessairement au fait des arcanes en fait de la Cour suprême, premier élément qui doit être absolument rappelé pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, oui. C'est que, et je vais vite en besogne, mais un arrêt de la Cour suprême américaine n'est en loin pas une blague comme une décision du Conseil constitutionnel. Je dis ça parce que souvent on compare les deux juridictions françaises et américaines. Premier élément, si on scoltine, passez-moi l'expression, l'arrêt américain sur l'avortement, comme les autres, les arrêts sans arrêt, c'est des arrêts extrêmement documentés, extrêmement fins en matière juridique et technique, ce qui fait que déjà, à mon sens, la première chose qu'il faut dire, c'est des arrêts assez inattaquables d'un strict point de vue juridique. En tout cas, comme on dit dans le jargon, ça se tient. Voilà. D'accord. Donc, il faut le rappeler parce que c'est 250 pages d'arrêt, notamment sur l'avortement. C'est bourré de rappels de l'histoire américaine, d'où on vient, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. Donc c'est absolument pas un petit arrêt rendu rapidement par quelques fachos dans un coin. Mais absolument pas. C'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. C'est pourtant un peu comme ça que c'est présenté. Enfin, on nous parle de 3 fachos notamment, mais c'est bien le problème, c'est qu'on a une lecture extrêmement partiale. Alors déjà, en France, on oublie largement que par rapport à chez nous, la Cour suprême américaine, c'est une vraie juridiction avec, on va dire, de vrais juges, avec clairement des opinions et des convictions politiques, mais en tout cas des juges inattaquables d'un point de vue de la formation juridique. Je rappelle quand même qu'on trouve chez nous, au Conseil constitutionnel, des gens comme Laurent Fabius ou des anciens présidents de la République en exercice. Je veux dire, on ne peut absolument pas comparer la qualité, le socle juridique de la Cour suprême avec le Conseil constitutionnel français. Premier élément. Oui, vous avez raison de le rappeler. Il faut toujours le garder à l'esprit parce que notre regard français est biaisé par déjà les généralités qu'on nous offre et puis les cris d'orfraie, etc. Premier élément. Deuxième élément, si on prend les récents arrêts de la Cour suprême, les fameux grands revirements que vous venez de citer, il faut rappeler que, et c'est quelque chose qu'on comprend mal chez nous, les juges de la Cour suprême nommés par Donald Trump, les 3 derniers... Donc les 3 fachos, pour simplifier. Pardon ? Les 3 dénommés fachos dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, les 3 dénommés fachos. Il faut bien comprendre c'est absolument pas des fachos. En tout cas, ce sont des conservateurs, ça, il n'y a pas de mal à l'admettre. Ce sont des gens qui ont une lecture, ce qu'on appelle, c'est une doctrine américaine qui s'appelle la doctrine de l'originalisme. C'est-à-dire que c'est des gens, et c'est une position juridique extrêmement construite et tout à fait pertinente, je veux dire qui n'est pas, en tout cas moins pertinente qu'une lecture progressiste des choses. Ce sont des juges qui considèrent, ce qui n'est pas très choquant en réalité, qu'il faut lire la Constitution américaine, donc un texte,
quel qu'il soit de droit, on va dire, il faut le lire non pas à l'aune des intentions actuelles qu'on en a, c'est-à-dire libéraliser les droits, ouvrir toujours davantage de liberté, etc. Il faut lire les clauses juridiques à l'aune de l'écriture de ces clauses dans le contexte dans lequel elles ont été rédigées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les amendements, les fameux grands amendements à la Constitution américaine sur la vie privée, les libertés, les droits humains en général, sont des clauses qui doivent être lues dans le contexte dans lequel toutes ces clauses ont été pensées. Or, et le raisonnement est loin d'être stupide, lorsqu'on a défendu la vie privée, au 19e ou 20e siècle aux États-Unis, lorsqu'on défendait la vie privée largement avant le grand arrêt Roe versus Wade sur l'avortement, la vie privée ne contenait absolument pas la question de l'avortement, qui au contraire était prohibée par l'immense majorité des États. Ça veut dire quoi aujourd'hui concrètement ? Ça veut dire que fédéralement, il y a une coutume constitutionnelle, un droit constitutionnel extrêmement ancien qui favorise l'avortement, consiste à nier l'histoire américaine, puisqu'au contraire, les clauses en question n'étaient pas rédigées de manière à défendre l'avortement, mais au contraire, dans des contextes dans lesquels il était question d'interdire l'avortement. Ce qui veut dire que le résultat de ces décisions, des récentes décisions, est logique. C'est qu'en fait, si on considère qu'à l'origine de tels droits n'étaient pas autorisés, la Cour suprême ne dit pas on les interdit aujourd'hui, elle dit simplement il faut rendre au peuple et aux États fédérés la faculté de légiférer sur ces problématiques dans la mesure où en réalité il n'y a jamais eu de tradition constitutionnelle de défendre ces droits. Donc, primauté au peuple et primauté aux politiques, à chaque politique des États fédérés, de légiférer sur l'ensemble de ces questions. C'est aussi, faut bien le comprendre, une velléité, une volonté, et ça typiquement conservatrice, actuelle en tout cas, de laisser le champ aux États fédérés, donc aux représentants politiques, le soin de dicter la conduite des affaires politiques, et non pas d'influer sur un agenda progressiste qui serait mené à marche forcée. C'est une volonté de conserver l'échelon des États fédérés, du Wisconsin, de l'Arkansas, du Missouri, de l'État de New York, de faire en sorte que ce pouvoir local subsiste et non pas que le fédéral, que l'Union prenne tous les pouvoirs. Ça, c'est très très intéressant, Ghislain Benessa. C'est la question que je souhaitais vous poser. C'est, on va pas dire un retour, mais en tout cas un mouvement vers chez nous, on dirait le local. Je pense pas qu'on puisse utiliser ce terme-là, les États fédérés, en effet. Mais en tout cas, on arrête avec cette centralisation américaine, comme vous le disiez, progressiste, et on retourne et on réécoute chaque État. Et c'est vrai que on peut faire un parallèle, même si c'est toujours difficile avec la France. Nous aussi, en ce moment, on tombe dans le même biais, c'est-à-dire qu'on oublie petit à petit les aspirations, les demandes et les nécessités de chaque région, par exemple, et des peuples de chaque région. Ah mais complètement. C'est-à-dire que, évidemment, le modèle français est un modèle central, unitaire, etc. Oui. Le modèle américain est un modèle fédéral. Mais, je vous rejoins complètement, il faut bien comprendre que le pouvoir judiciaire aux États-Unis, il est pensé, il s'articule dans un pays dans lequel, depuis 200 ans, subsiste, mais très fréquemment, ça n'a rien à voir avec 3 fachos sortis de leur chapeau par Trump, absolument pas. Subsiste chez eux un conflit de compétences constant entre, d'un côté, les États fédérés et de l'autre, l'État fédéral. Oui. Et c'est clair qu'aujourd'hui, et ça se développe, ce n'est pas exclusivement dû du tout au mandat de Donald Trump, mais il y a un mouvement conservateur qui se souvient qui se rappelle, qui soutient mordicus l'échelon fédéré, donc l'échelon des États fédérés, dans la mesure où la première des démocraties est une démocratie locale. Alors, je suis d'accord avec vous, le terme local n'est pas exactement le même du tout qu'on se situe en France ou aux États-Unis, mais c'est cette primauté, on va dire, de l'environnement de tous les jours, de la première communauté dans laquelle nous évoluons tous, chacun, qui est une défense ardente des conservateurs. Ils disent que la démocratie au niveau des États fédérés est fondamentale, que finalement l'interlocuteur premier dans la démocratie américaine, ce n'est pas exclusivement le fédéral, mais c'est le gouverneur de l'État, l'exécutif de l'État, la dimension du maillage local dans lequel on s'inscrit, c'est-à-dire les États fédérés, et que recouvrir d'une chape de plomb de l'Union, donc de l'État fédéral, l'ensemble de ces vies démocratiques locales, fait qu'au bout d'un moment, on a une absorption du local dans le fédéral. Et là,
j'ai un peu vite en besogne, hein, mais on voit bien que ce conflit de compétences entre une démocratie locale et une démocratie, on va dire, nationale, c'est exactement le même mouvement qu'on a en Europe, hein, oui, où exactement, en réalité, l'Europe essaye d'absorber les États, ce qu'on pourrait appeler des États fédérés, en fait, hein, la France, l'Allemagne, etc., qui constituent l'Union européenne, et il y a une volonté de fédéralisme par le haut de l'Union européenne qui tente chaque jour d'imposer un fédéralisme à marche forcée qui ne dit pas son nom. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fédéralisme, toujours en Europe comme aux États-Unis, cette volonté centralisatrice et d'avancer par cette centralisation est toujours progressiste, une forme de social-démocratie de gauche plutôt. Ah mais je suis totalement d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est un problème idéologique. Ce qui est très drôle, je trouve, hein, je vous le cache pas. Hein, je parle en tant que juriste, hein, vraiment. Oui. Ce que je trouve toujours très drôle, c'est qu'on s'imagine que d'un côté il y a un droit neutre, bien odorant, j'ai envie de dire, politiquement correct, qui s'appelle un droit progressiste, et qui serait un droit finalement dépolitisé. On fait le bien pour tout le monde, on impose des décisions petit à petit au nom d'une espèce de grande bannière fédérale ou une grande bannière générale universaliste. Le fameux totem de l'état de droit, d'ailleurs, qui est le titre de votre livre. Ah, mais complètement, exactement. Et de l'autre côté, il y a le droit malodorant, idéologiquement biaisé, etc., qui est toujours un droit de défense du local, de l'échelon fédéré, on va dire des petites gens, en quelque sorte. En réalité, ce conflit de compétences qu'on a un peu partout, je suis d'accord avec vous, il y a la centralisation aujourd'hui, sous couvert d'universalisme, cette envie de mettre une chape de plomb sur tous les sujets, d'imposer un agenda idéologique, est conçu par un droit progressiste qui prétend ne pas l'être, c'est-à-dire qui prétend être un droit objectif, technique, un droit du mieux, alors qu'en réalité, il est aussi biaisé, voire davantage, qu'on va dire qu'un droit d'opinion ou de style conservateur qui tend constamment à conserver une marge de manœuvre aux petites gens, à la vie locale, à la vie pratique, à la vie courante, à la vie fonctionnelle. Mais plus généralement, en fait, ce qui subsiste là-dedans, il faut bien le comprendre parce que c'est le cœur du sujet américain et c'est aussi notre sujet chez nous, c'est qu'en fait, en voulant conserver notre liberté, on pourrait parler du pass vaccinal aussi et ce genre de choses, hein, en fait, en voulant absolument défendre les libertés grégaires, nos petites libertés de tous les jours, nous heurtons constamment, chacun se heurte constamment à un agenda qui, sans dire son nom, impose constamment une vie, des standards de vie, des standards de protection, des standards de droit qui aujourd'hui s'impose toujours davantage. C'est ce conflit qu'on retrouve constamment. Et une dernière question, Guylain Benessa, mais tout cela est vraiment passionnant. Et en effet, je pense que vous avez raison de souligner en fait l'importance de ces décisions de la Cour suprême américaine qui montre une tendance, en tout cas aux États-Unis, peut-être, à revenir, à redonner du pouvoir à ces États fédérés, tandis que nous, en Europe, on est tout à fait dans une autre démarche en ce moment. C'est toujours plus pour la Commission européenne. Toujours, ah oui, exactement. Nous, c'est toujours plus. Et c'est tout. Alors, là où je trouve que le double verrou est terrible chez nous, si on prend les grandes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en Europe, c'est là où il y a un double verrou qui est terrible. C'est que d'un côté, chez nous, on nous dit, si vous ne respectez pas la moindre des décisions venues du bloc européen, c'est-à-dire les décisions générales qui sont prises autant par la Cour de justice que les directives, les règlements, donc la batterie de règles, la constellation de règles européennes. Ce qui est terrible, c'est qu'on nous dit le moindre coup de canif d'un État à cette batterie de règles fait qu'on est d'obscurs, qu'on rêve de détricoter l'ensemble du maillage européen et qu'on est donc des fascistes contraires au progressisme qui a été réalisé depuis 60 ans par la construction européenne. Mais le double verrou ne s'arrête pas là. Si je dis double verrou, c'est parce qu'en même temps, cette articulation, cette hiérarchie du droit européen qui s'impose est doublée d'un agenda idéologique dont on ne parle presque jamais, qui est qu'en réalité, derrière tout ça, il y a des notions extrêmement floues qui relèvent des valeurs de l'état de droit. Et dans les valeurs de l'état de droit, c'est un club sandwich progressiste dans lequel on met la liberté individuelle, le droit à la fluidité de genre, la protection de tous, y compris la protection de porter le voile, le porter le voile islamique dans toutes les situations, et qu'en fait, tous ces standards font partie implicitement des règles de droit qui constituent les standards européens dont on ne peut pas sortir, ce qui veut dire qu'à la fois pour des questions hiérarchiques et pour des questions de standards de bon droit, de droit progressiste, en fait, le moindre coup de canif vous veut
vous vaut d'être immédiatement anti-européen, donc raciste, xénophobe, antisémite, etc., etc. Et la batterie de conneries vient derrière, je m'excuse du terme. Ce qui signifie qu'au bout, le double verrou fait qu'on ne peut pas y déroger sous prétexte que le moindre, le premier pas de côté vous vaudrait d'être immédiatement ostracisé, etc. Et la roue est lancée, le train est en marche et il ne subsiste que l'explosion, etc., etc. Et donc, nous n'avons pas de Cour suprême américaine. Oui, c'est ça, exactement. Vous dites qu'il n'y a pas vraiment de solution. Nous n'avons pas de Cour suprême américaine, nous, pour redonner de la place au peuple ou aux libertés grégaires, comme vous dites. Et c'est pour ça qu'on arrive, et ce sera d'ailleurs le sujet de notre table ronde, aux différentes manifestations, révoltes populaires, qui est le sujet de notre table ronde. Merci beaucoup, Guilain Benassa, pour cet éclairage important. Je rappelle, vous êtes l'auteur de l'État de droit, l'épreuve du terrorisme et du totem de l'État de droit aux éditions L'Artilleur. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.